bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental, vraiment au cœur de nos vies, la confiance. Ce truc essentiel qui tisse toutes nos relations, mais on sait aussi qu'elle est super fragile. Alors pour décortiquer ça, on a pas mal de matières. Des recherches universitaires, comme celle de l'Utah State University sur les piliers de la confiance, ou une autre, assez étonnante, de Béronger et Rajaobelina sur l'empathie dans la finance. Oui, oui, ou encore Ben Sedrin, Dogri et Hamdi sur le lien entre leadership et confiance. Et puis on a des regards plus intimes, le blog d'un thérapeute, Bertrand Duverger, des articles de psychologue.net, Menteur Show, qui parlent du trauma de la trahison, de la vulnérabilité. Et même, pour prendre un peu de recul, on va faire un petit détour par la théorie des jeux, avec le fameux dilemme du prisonnier. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche, la confiance. Comment on la construit, comment elle peut voler en éclats l'infidélité, c'est un cas d'école, on va dire, et puis surtout, est-ce qu'on peut la réparer? Et comment? On va voir que l'empathie, la communication, et même oser être vulnérable, c'est crucial. Bon, alors, par où on attaque? Pour construire cette confiance, l'Université de l'Utah, elle, nous donne une sorte de liste. 8 points clés. Ça fait un peu recette de cuisine, dit comme ça, mais c'est intéressant. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des choses attendues et d'autres moins. Forcément, on a la communication ouverte, la constance, faire ce qu'on dit, être fiable, quoi, la transparence, le respect des limites. Bon, ça, on s'en doute un peu. Oui, la communication ouverte, par exemple, toutes les sources insistent là-dessus. C'est pas juste parler pour parler, c'est oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, nos attentes, sans flipper du jugement. Et écouter l'autre, vraiment. Une source dit même que ça crée un lien spécial, que ça élimine le doute. C'est un peu la base pour se sentir safe, non? Exactement. Et ça fait le pont direct avec un autre pilier que l'USU met en avant, l'empathie. C'est cette capacité à piger et même à ressentir un peu les émotions de l'autre, valider ce qu'il ou elle vit, même si on n'est pas forcément d'accord sur le pourquoi du comment. Offrir du soutien, c'est ça qui bâtit la vraie connexion, la sécurité émotionnelle. Hmm. Et dans cette liste, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est la vulnérabilité. On a souvent l'image que c'est une faiblesse, mais là, on nous dit que c'est une force pour construire la confiance. Concrètement, ça veut dire quoi, être vulnérable pour faire confiance? C'est oser se montrer tel qu'on est, avec nos failles, nos doutes, nos peurs, mais aussi nos rêves, nos envies. C'est comme dire à l'autre, OK, je te fais assez confiance pour te montrer ça de moi. C'est une forme d'ouverture, quoi. Mentor Show dit bien que c'est cette prise de risque, au fond, qui permet d'aller plus loin dans l'intimité, dans la connexion. C'est un peu paradoxal, mais en acceptant d'être potentiellement touchable, on renforce le lien. Ça fait grandir la relation. Ok, donc si je résume, d'après l'USU en tout cas, la confiance, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Ça se bosse, c'est un effort continu des deux côtés, un peu comme un jardin, quoi. Tout à fait. Et pour ce jardin, l'empathie, c'est un peu l'engrais miracle, si on veut filer la métaphore. Ah oui, l'empathie. Et là, on tombe sur cette étude de Bergeron et Raggio-Bellina. C'est assez fou parce qu'ils l'ont étudiée dans un secteur où on s'y attend pas forcément, la finance. Oui, c'est ça qui est contre-intuitif. Ils définissent l'empathie de manière assez pointue d'ailleurs. Ils distinguent l'aspect cognitif, comprendre la perspective de l'autre, se mettre à sa place intellectuellement, et l'aspect affectif, ressentir vraiment une préoccupation pour l'autre, pour son bien-être. D'accord. Et alors, ça donne quoi? Pour un conseiller financier, être empathique, ça marche? Ça sert à quelque chose concrètement? Eh bien, les résultats sont assez bluffants. L'étude montre clairement que plus le client perçoit d'empathie chez son conseiller, plus il lui fait confiance, plus il est satisfait et plus il a l'intention de rester client ou d'acheter plus. L'effet sur l'intention d'achat est énorme. Il parle d'un coefficient bêta de 0,95. En gros, ça veut dire que l'impact est majeur. L'empathie, c'est pas juste être gentil, c'est un vrai levier business. C'est dingue. Et le truc encore plus fou, c'est que, d'après eux, les conseillers eux-mêmes, ils ont l'air de complètement sous-estimer ça. Ils pichent pas à quel point leur empathie joue. Pourquoi ce décalage, à votre avis? Bonne question. Peut-être qu'ils sont trop focus sur la technique, les chiffres, ou alors c'est une sorte de pudeur, admettre que les émotions comptent dans un truc censé être rationnel. Mais bon, ça rejoint ce qu'on disait avant. L'empathie, ça crée du lien, de la sécurité. Bergeron et Rajobelina suggèrent aussi qu'un client qui se sent compris va partager plus d'infos, ce qui aide le conseiller, et hop, la confiance monte. C'est un cercle vertueux en fait. Ok, donc si l'empathie, la com, la fiabilité, c'est les fondations, ben quand on bafoue tout ça, quand on trahit, tout s'écroule. Et ça nous amène au sujet, douloureux, de l'infidélité. Bertrand Duverger, le thérapeute, il balance un chiffre qui fait réfléchir.
quasiment un Français sur deux aurait déjà été infidèle. C'est énorme. Oui, c'est un phénomène très complexe, hein. Il n'y a jamais une seule raison. Duverger liste les plus courantes. Une insatisfaction qui traîne dans le couple, un manque d'estime de soi où l'infidélité sert de béquille, parfois c'est la colère, la vengeance, ou juste l'ennui, la routine, des désirs sexuels qui collent plus, un manque d'attention, parfois même ça vient de schémas d'attachement personnel un peu bancal. Et quand ça arrive, cette trahison, le choc est souvent bien plus profond qu'un simple chagrin d'amour. Les sources comme psychologue.net ou Mentor Show parlent de traumatisme de trahison. Elles expliquent que la personne trompée peut développer des symptômes qui ressemblent vraiment au TSPT, le trouble de stress post-traumatique. C'est une réaction psychologique hyper forte. Oui, la description est glaçante. Des pensées qui tournent en boucle sur l'infidélité, une instabilité émotionnelle totale, des fois des moments où on se sent déconnecté, comme hors de son corps. On peut passer d'un état où on ne ressent plus rien à des envies de faire payer l'autre, une hypervigilance, on épie tout, et puis un sentiment d'impuissance terrible, de confusion, et souvent l'estime de soi qui prend un sacré coup. C'est violent. Est-ce qu'il y a des choses qui rendent la guérison encore plus difficile? Oui, plusieurs facteurs entrent en jeu. Si on a déjà vécu des traumatismes, ça peut les réactiver. Un manque de soutien autour de soi, une faible résilience de base, ça pèse lourd. Et, paradoxalement, plus on faisait confiance au départ, plus le choc est brutal. La double trahison, si la liaison est avec quelqu'un de proche, c'est dévastateur. La durée de l'infidélité joue aussi, bien sûr. Une source cite la théorie de Jennifer Fred sur le trauma de trahison. En gros, plus on dépend de la personne qui trahit, un parent, un conjoint, plus le trauma est intense. La dépendance rend la trahison encore plus destructrice. Bon, face à un tel chaos émotionnel, la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir, reconstruire? Est-ce que la confiance peut renaître? Alors, les sources sont claires là-dessus, oui, c'est possible. Mais c'est un chemin hyper difficile, très long, et ça demande un engagement, mais énorme des deux côtés. C'est pas gagné d'avance, loin de là. D'ailleurs, Bertrand Duverger propose un parcours en 5 étapes. Ça donne une idée du boulot. Et c'est quoi ces étapes? La première, c'est se poser les bonnes questions, mais vraiment, lucidement. On va où, nous deux? Est-ce que j'ai envie de pardonner? Est-ce que j'en suis capable? Ensuite, comprendre. Pourquoi? Pas pour trouver des excuses, hein, mais pour saisir le mécanisme qui a mené à ça, pour pas répéter. Et là, c'est crucial que celui qui a trahi reconnaisse sa part. Troisième étape, le passage obligé, les excuses sincères. Et là, attention, hein, c'est pas juste pardon. Il faut des remords authentiques, accepter d'entendre la colère, la tristesse de l'autre, sans se braquer, s'engager clairement à changer, stopper la liaison nette et surtout faire preuve d'empathie. Pouvoir dire « je comprends ta douleur ». Quatrièmement, la communication. Il faut en parler, même s'il faut faire gaffe à pas remuer le couteau dans la plaie avec trop de détails crus. Une transparence totale est souvent nécessaire pendant un temps. Et les actes doivent suivre. C'est souvent là qu'un thérapeute aide. Et enfin, la cinquième, peut-être la plus dure, apprendre à pardonner. Duverger insiste, pardonner, c'est pas oublier. C'est un cheminement lent où on choisit de lâcher la colère, le ressentiment, au fur et à mesure qu'un nouveau sentiment de sécurité s'installe. Mais ça ne vient que si on voit des changements réels, durables, chez l'autre et dans le couple. Ça demande effectivement un investissement colossal de celui ou celle qui a fauté. Psychologue.net le dit bien, il ou elle doit devenir un allié dans la guérison de l'autre, mettre ses propres frustrations en veilleuse, se concentrer sur le mal causé, montrer des remords sincères pour la trahison elle-même, pas juste parce qu'il ou elle s'est fait gauler. Exactement. Et la personne trahie, elle a aussi un travail à faire. Gérer ses propres réactions traumatiques, trouver du soutien, essayer de démêler le choc présent, des vieilles blessures. Mais le point clé vraiment sur lequel tout le monde s'accorde, c'est qu'on ne revient jamais à la relation d'avant. Il faut accepter qu'elle est morte, cette relation-là. L'objectif, si les deux le veulent et s'en sentent la force, c'est d'en construire une nouvelle, sur d'autres bases, plus conscientes. Toute cette dynamique de trahison, de confiance brisée, de tentative de reconstruction, ça fait penser à des modèles plus abstraits, non Ève? Comme le dilemme du prisonnier en théorie des jeux. Wikipédia l'explique bien. Ça paraît loin, mais ça éclaire bien cette tension entre l'intérêt perso et la coopération.
Ah oui, tout à fait. Le scénario est connu, hein. Deux complices arrêtés, mis dans des pièces séparées. Chacun a le choix, balancer l'autre ou se taire. S'ils coopèrent, s'ils se taisent tous les deux, petite peine, disons 6 mois. Si un balance et l'autre se tait, celui qui balance sort libre, l'autre prend le max, 10 ans. Et s'ils se balancent mutuellement, peine intermédiaire pour les deux, 5 ans. Et la logique froide, c'est que peu importe ce que fait l'autre individuellement, on a toujours intérêt à balancer. Si l'autre se tait, je sors libre en balançant, c'est mieux que 6 mois. Si l'autre balance, je prends 5 ans. En balançant, c'est mieux que 10 ans. Du coup, la rationalité individuelle pousse à se trahir. Et ça mène à un résultat collectif 5 ans chacun, bien moins bon que s'ils s'étaient fait confiance 6 mois chacun. C'est le fameux équilibre de Nash, où personne ne peut faire mieux en changeant seul sa stratégie, mais qui n'est pas l'optimum pour le groupe. Pour que ça marche, il faut une hiérarchie précise des gains. Tenter de trahir, T. Coopérer, C. Être puni mutuellement, P. Être la dupe, D. T, C, P, D. Et ce schéma, on le voit partout en fait. Wikipédia donne des exemples. Les guerres de prise entre boîtes, baisser les prix c'est tentant, mais si tout le monde le fait. La course aux armements, ou les efforts pour le climat. Chacun est tenté de profiter des efforts des autres. Mais si personne ne fait rien, c'est l'illustration parfaite de la difficulté à faire confiance quand l'intérêt immédiat pousse à la méfiance. Mais la théorie des jeux, elle montre aussi une porte de sortie, surtout quand le jeu se répète. Si les joueurs savent qu'ils vont rejouer ensemble, la coopération peut apparaître. Des stratégies comme le donnant-donnant, je commence par coopérer, puis je fais comme toi au tour d'avant, ça marche souvent bien. L'idée qu'il y a un futur, même incertain, ça change tout. La peur de la vengeance ou l'espoir de gains futurs peuvent encourager la confiance. Cette tension, coopération, intérêt perso, et le rôle clé de la confiance pour sortir de l'impasse, on la retrouve ailleurs aussi. Dans le monde de l'entreprise, par exemple. Une étude de Ben Sedrine Dogri et Hamdi, présentée à une conférence IMS, s'est intéressée au leadership distribué. Oui, le leadership distribué, c'est l'idée de partager le pouvoir, d'impliquer les équipes, de collaborer. L'étude montre que ça booste l'engagement des employés. Mais le point intéressant, c'est que cet effet positif est renforcé quand il y a un climat de confiance dans l'équipe. La confiance, c'est un peu l'huile dans les rouages. Elle permet cette interdépendance, cette coordination, cette prise de risque nécessaire pour que le partage du leadership fonctionne vraiment. Sans confiance, c'est compliqué de déléguer, de coopérer. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Premièrement, que la confiance, c'est pas juste un sentiment diffus. C'est quelque chose qui se construit activement, au quotidien, par des actions concrètes. Parler vrai, tenir parole, être empathique, respecter l'autre, et même oser se montrer vulnérable. Ensuite, on a vu la puissance de l'empathie, pas seulement pour nos relations perso, mais aussi avec un impact réel, mesurable, même dans des domaines comme la finance. La sous-estimer, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. On a aussi pris la mesure du désastre quand la confiance est trahie, surtout avec l'infidélité. C'est pas juste une blessure d'ego, ça peut être un vrai traumatisme psy avec des séquelles lourdes. Et beaucoup, beaucoup de patience pour retrouver un sentiment de sécurité. Il s'agit de créer une nouvelle relation, en fait, pas de rafistoler l'ancienne. Et puis, le petit crochet par la théorie des jeux nous a rappelé cette tension entre l'égoïsme rationnel, à court terme, et le bénéfice de la coopération sur la durée. Que ce soit dans ce jeu ou dans la vie, c'est souvent la répétition des échanges positifs et la capacité à faire confiance qui permettent de sortir des situations où tout le monde est perdant. Ce qui m'amène à une dernière pensée, peut-être une question ouverte pour ceux qui nous écoutent. Le dilemme du prisonnier nous montre bien comment l'incitation individuelle à trahir peut miner un meilleur résultat pour tous. En sachant ça et en connaissant l'impact dévastateur de la trahison sur la confiance intime, comment on pourrait imaginer nos relations, nos organisations même, pour encourager activement la coopération et la confiance? Comment créer des règles du jeu, formelles ou informelles, qui rendent la coopération plus simple, plus évidente, plus rentable que la méfiance ou la trahison, même quand l'instinct premier irait dans l'autre sens? C'est une vaste question, à la croisée de la psycho, de l'économie et peut-être même de la politique. Voilà, une piste à creuser.